Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre cette émission de Kivu Times Radio, un magazine sous-régional émettant à l'est de la RD Congo. Aujourd'hui, nous parlons du dialogue intercommunautaire qui s'est tenu à Kinshasa pendant 3 jours. Ce dialogue a regroupé cette communauté dont les Banyamulenge, Bafuliru, Barundi et autres, toutes venues de la province du Sud Kivu. La présentation de cette émission est signée Freddy Salous en comprésentation avec notre confrère Moulimo Moussole José à Bukavu. Dans cette émission, nous recevons l'honorable Moïse Nyarugabo qui a pris part à ce dialogue pour le compte de la communauté Banyamulenge, mais aussi en tant qu'un député national élu du territoire d'Ouvira. Donc, je vais poser pas beaucoup de questions parce que je serai à l'équipe technique. Mais messieurs, mon confrère Moussore va continuer avec notre invité, l'honorable Moïse Nyarugabo. L'honorable Moïse Nyarugabo, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous avez accueilli le dialogue qui s'est tenu à Kinshasa? Je prends chaque dialogue comme une occasion qu'il faut bien exploiter pour essayer de mettre fin ou au moins de réduire les divergences qu'il y a entre nos communautés et essayer de rapprocher les unes des autres, parce que on a vraiment besoin plutôt de vivre ensemble, on a besoin de la cohabitation, on a besoin de la convivialité, on n'a pas besoin de tout ce qui nous divise, tout ce qui nous éloigne, des guerres, des conflits, de la haine. Donc, chaque dialogue pour moi est une occasion de diminuer les différences, ou de diminuer les incompréhensions et d'accroître plutôt les raisons de vivre ensemble et les raisons d'espérer. Mais l'honorable Moïse Nyarugabo, il y a ceux-là qui sont déjà découragés que les dialogues tous les jours, qui ne donnent pas de fruits. Quel est votre avis? Personnellement, je pense qu'on n'a pas de choix. C'est vrai, il arrive que chacun de nous, que nous ayons l'impression qu'il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de dialogues, beaucoup de séminaires, beaucoup de conférences, et les résultats n'ont pas atteint nos attentes, n'ont pas été au niveau que nous voulions ou auquel nous attendions. C'est vrai. Mais avant que ces conflits, avant que ces guerres qu'il y a dans les moyens et au plateau, avant que cette insécurité, que tout cela ne se termine, nous n'avons pas de choix. Je pense que nous devons continuer à discuter et à dialoguer. Voilà. Mais ce qui est important, par contre, c'est que toutes les parties réalisent qu'on a besoin de mettre en application les résolutions du dialogue, tout ce sur quoi on s'est mis d'accord, les mettre en application, ou alors même de mettre fin à tous ces conflits. Voilà, honorable, on va y arriver. On va y arriver. Allez-y lentement, s'il vous plaît. Même de dialogue, on peut terminer ces affaires déjà de nous-mêmes, entre nous, sans nécessairement qu'il y ait quelqu'un de l'extérieur. Oui, oui. Et vous pensez que ça va contribuer au rétablissement de la paix et la sécurité dans les hauts plateaux, honorable? Je ne sais pas si je peux dire que je le pense ou je le crois, mais plutôt ce que je peux dire, c'est que je l'espère. J'espère et je prie vraiment qu'il en soit ainsi, que ce dialogue
avec les autres résolutions d'avant, mais aussi avec toutes dernières résolutions qui viennent d'être adoptées, que toutes contribuent à mettre fin à tout ce qui se passe dans les moyens au plateau. Laquelle, honorable? Mais à regarder les faits, à regarder le comportement des uns et des autres lors du dialogue, à regarder l'extrémisme que j'ai vu, que j'ai vécu, à regarder ou à écouter les paroles, les discussions, comment elles se sont passées, les paroles, comment elles étaient dures entre les parties. J'ai bien peur que nous soyons encore loin de la paix, malheureusement. Voilà, honorable, vous étiez là comme membre de la communauté Banyamulenge. Est-ce que votre cahier de charges a été pris en compte par les autorités? Deux choses. Moi, j'étais là d'ailleurs à deux titres. D'abord, j'ai reçu l'invitation comme un des 5 délégués de la communauté, mais j'ai été là aussi comme membre du caucus, donc j'ai eu aussi une invitation comme député national. Oui, oui. Donc j'ai eu la chance en fait d'avoir les deux casquettes et de jouer aussi les deux rôles effectivement, de membre d'une communauté, mais aussi de représentant de toutes les communautés au niveau du territoire de Vira. Mais aussi des notables qui comprend et qui connaît ce qui se passe à Uvira, à Fizi et à Mwenga, dans l'Itombwe. Un notable qui connaît tous les acteurs et un peu les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans tous ces 3 territoires. Alors, le collègue Bijoula était aussi parmi les 5 délégués de la communauté Bafuliru. Et il y avait d'autres délégués naturellement. Alors, vous dites, au sujet des cahiers de charges, non, ce n'était pas un procès. Nous n'étions pas des parties au procès avec un juge devant nous qui a le marteau et qui décide de qui a tort, qui a raison. Non, c'est nous-mêmes qui discutions. Et les autorités étaient des témoins, ils n'étaient même pas arbitres comme tels, c'était des témoins. Les organisateurs étaient des facilitateurs. Le rôle qu'ils jouaient, c'était la modération, la facilitation. Mais le dialogue en soi, c'est nous-mêmes les acteurs issus de ces 3 territoires et de cette communauté qui étaient conviés au dialogue. C'est nous qui discutions, c'est nous qui avons proposé des solutions ou des résolutions. Et on ne pouvait pas attendre quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc les cahiers de charges, c'était simplement une sorte de canevas, une sorte de canevas pour chaque communauté pour indiquer quels sont ses problèmes, quels sont qu'est-ce qu'elle veut discuter et à quoi elle veut arriver. Et je peux dire que c'est parmi les cahiers de charges, le cahier de charges de Banyamulenge, peut-être que vous l'avez eu, c'est parmi les cahiers de charges les plus réalistes, qui n'attaquent personne, qui ne s'attaquent aux droits des personnes. En quelque sorte, c'est un cahier de charges qui ne contient que 2 points. Le premier point, c'est de dire nous avons un sérieux problème avec l'État. L'État qui ne fait pas bien son travail au niveau de la gouvernance, au niveau de la sécurité, au niveau de la présence, persistance et prolifération des groupes armés, au niveau des entités, des limites des entités, où tous les problèmes liés au groupement, aux chefferies, aux secteurs, aux communes, aux villes, c'est en fait des problèmes de l'État. C'est l'État qui doit mettre de l'ordre. Les groupes armés, les communautés ne vont pas chasser les groupes armés étrangers.
les communautés ne vont pas désarmer les groupes armés, même locaux, même si ces groupes sont issus d'elles, donc de ces communautés. Les communautés n'ont pas, même si les communautés avaient la volonté, elles n'auront pas la capacité de désarmer les groupes armés locaux. C'est la responsabilité de l'État. Les communautés peuvent contribuer, elles peuvent mobiliser, sensibiliser, mais la décision pour ceux qui acceptent de déposer les armes, c'est l'État qui prend en charge ce genre de processus. Et même pour ceux qui refusent, c'est l'État qui doit utiliser la force. Donc, ce cahier de charge-là démontrait comment l'État ne fait pas bien son travail, surtout ces chapitres-là. Et par rapport aux autres communautés, le cahier de charge disait, plus ou moins schématiquement, je vais juste schématiser, c'est un peu pour dire, laissez-nous vivre, laissez-nous la paix, laissez-nous jouir de nos droits, les droits que nous reconnaissent la Constitution et les lois de la République. Souvent... Donc, c'est plus ou moins les deux points. Donnez-nous la paix, laissez-nous la paix. Voilà, honorable. Ce sont les deux points schématiquement que renfermait le cahier de charge de Banyamulenge. Voilà, honorable, souvent il y a la communauté Banyamulenge qui se sous-estime, qu'il n'est pas vraiment pris en compte, il est minoritaire. Est-ce que vous avez exposé tous ces problèmes au niveau de votre dialogue? Non, je ne crois pas que cela ait été une question. Parce que comme c'était le dialogue entre les communautés, auprès de quelle communauté les Banyamulenge pouvaient dire qu'ils sont une minorité et pour que les autres communautés fassent quoi? Ça, c'est une question qu'une communauté peut soumettre à l'État pour les droits des minorités, mais pas aux autres communautés, non, parce que d'ailleurs, finalement, toutes les communautés estiment, à tort, je confirme, ce n'est pas à raison, à tort, qu'elles sont toutes minoritaires, mais ce n'est pas vrai. Mais bon, c'est une question qui n'a pas été au débat parce que cela ne concerne que l'État et non les communautés. Voilà, honorable, à vous entendre, c'est comme si entre les communautés et vous, ça va, le courant passe bien pour le moment, puisque vous avez dialogué, et les problèmes restent au niveau de l'État. Donc, on peut dire que les dialogues n'ont pas de problème. Les communautés n'ont pas de problème. Ce n'est pas ce que j'ai dit, vous n'avez pas posé cette question. Je disais seulement que la question de minorité, elle s'adresse à l'État et pas aux autres communautés parce que les autres communautés n'ont pas de réponse à y apporter. Par rapport maintenant au rapport entre communautés, non. Je peux vous dire que moi, personnellement, j'ai été surpris et même choqué, je dois l'avouer, que ce soit la communauté Bafuliru qui amène au dialogue les problèmes d'identité, de pseudonyme Banyamulenge, en disant que les Banyamulenge ne doivent pas s'appeler Banyamulenge, ils doivent s'appeler tantôt Tutsi Rwandais, tantôt Banyarwanda, en disant même qu'ils considèrent que les Banyamulenge sont les réfugiés qui étaient à Katobo, à Lemera et je ne sais pas à Bogera, donc hier, là, les réfugiés de 1959, bon, j'étais quand même étonné parce que je pensais que les Bafuliru, on se connaissait tellement, ils se connaissaient tellement avec les Banyamulenge que c'est pas eux qui pouvaient ramener ce débat-là. Parce que les réfugiés de 1959... Oui, honorable, je vous capte. Je dis, les réfugiés de 1959, je ne peux pas imaginer, sauf peut-être un jeune Mufuliro qui est né après 1960, même alors, il a des parents. Il a des parents qui ont connu les Banyamulenge avant, beaucoup d'années avant. Il a des grands-parents et peut-être des d'arrière-grands-parents qui ont une histoire avec les Banyamulenge.
Et donc, je crois qu'on est en train de reculer, ramener des questions comme ça d'identité, de nom, dans un dialogue comme celui-là, c'est vraiment du recul. On a beaucoup de problèmes sur la sécurité, sur la paix, sur la coexistence et sur le développement, que c'est de la distraction de passer des heures et des heures en train de parler du nom des gens. Parce qu'en réalité, le nom, c'est chacun qui choisit son nom, qui se donne le nom, ou les ancêtres. Parce que les Banyamulenge ne peuvent... Un petit exemple, les Bafuliru ont changé de nom. Quand on est né, quand on a grandi, les Bafuliru s'appelaient Bafulero. Tous les documents depuis la colonisation ne parlent que de Bafulero. Il y a 15 ou 20 ans par là, les Bafulero ont pris la décision de ne plus s'appeler Bafulero, de s'appeler Bafuliru, avec 2 I et U à la fin. Bafuliru. Bon, c'est leur droit. Personne n'a posé de questions pourquoi vous avez changé. Personne n'a... Et ça n'offusque personne. C'est leur choix. Et donc, le nom peut changer. Et l'exemple le plus récent, c'est les Bafuliru, justement, qui s'appelaient Bafulero, mais qui aujourd'hui s'appellent Bafuliru. Et les Bafuliru savent, connaissent les raisons pourquoi ils ont changé de nom. Alors pourquoi ils peuvent refuser aux autres de changer? Même le pays change de nom. À l'indépendance, c'était le Congo, puis la République démocratique du Congo, puis le Zaïre, puis encore la République démocratique du Congo. Mais le pays est resté le même, les citoyens les mêmes. Donc je crois que ce sont des faux problèmes, à mon avis. Les noms des ethnies ou des tribus, c'est des faux problèmes. Mais tout le monde sait, dans ce territoire d'Ouvira-là, tout le monde sait que les Banyamulenge sont dans ces montagnes-là avant les Belges, avant les colonisateurs. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment normal qu'après plus de 200 ans, 250 ou 260 ou plus, on soit, ou 270, ou même plus, que l'on soit encore en train de discuter sur la nationalité, sur l'identité, sur les noms de tribus? Non, c'est une distraction, c'est une perte de temps. Alors, sur cette question, j'ai toujours dit, vous vous rappelez, que même si on amène toutes ces questions, le nom de Banyamulenge ne peut plus disparaître, c'est impossible. C'est une perte de temps. On perd le temps. Ce nom ne peut plus changer, il n'est pas négociable. Vivre ensemble, là, les Banyamulenge et les Bafuliru, on vivra ensemble. C'est pas non plus négociable. Ce qui est négociable plutôt, je le dis toujours, c'est comment faire. Qu'est-ce que les Bafuliru doivent faire pour que les Banyamulenge soient en paix? Et qu'est-ce que les Banyamulenge doivent faire pour que les Bafuliru soient en paix, se sentent sécurisés, soient à l'aise? Tout ça, c'est négociable. Mais le reste, c'est faux. On perd le temps. Alors, comment vivre ensemble? Rien à faire. Gagnons le temps. Gagnons le temps pour améliorer les conditions des uns et des autres en vivant ensemble. Comment créer des conditions d'une bonne vie, d'une bonne cohabitation, de la convivialité. Gagnons le temps. Parce qu'on finira par là. On finira par le faire. Voilà. Obligé par le destin. Voilà, honorable. Comment vous parlez Ouais. de la convivialité, comment vous parlez de cohabitation, je voudrais retourner peut-être en arrière pour savoir les grands problèmes qui font assez que on ne s'entende pas, surtout pour les communautés. C'est quoi au juste? Non, je viens de vous donner un cas. Les questions qui devaient être discutées, ce sont les groupes armés. Je pense que vous savez qu'il y a les derniers rapports faisaient état, un rapport faisait état de la présence de 86 groupes armés dans les moyens et au plateau d'Uvira, Fizi et Itombo Mwenga, Itombo et Mwenga.
86 groupes armés. Un autre rapport faisait état de 122 groupes armés. Alors, parmi ces groupes armés, il y a des groupes armés vraiment structurés, organisés, qui ont plus des armes, qui ont une idéologie, peut-être qu'ils veulent prendre le pouvoir et tout. Mais il y a aussi des groupes d'autodéfense. Comme j'entends, les groupes de Banyamulenge et les Turguaneo, qui signifie défendons-nous. Même par leur nom, c'est l'autodéfense. Mais aussi les Bilos de Bichambouké, aussi dans les hauts plateaux. Et d'autres qui sont des groupes vraiment structurés, qui ont une idéologie, qui font un peu de la politique. Alors, tous ces groupes armés et ce groupe d'autodéfense, on ne saura pas vivre en paix, en sécurité, tant qu'on n'aura pas trouvé des solutions à ça. Et ça oppose les gens. Les uns disent, non, c'est vous qui avez commencé, les autres, c'est vous qui avez commencé. Mais quel que soit celui qui a commencé, quel que soit celui qui a pris les armes avant, la solution, c'est de faire taire les armes, de faire parler le dialogue, se parler avec la bouche et le cœur, arrêter de se parler par les armes, les lances et les machettes, et les feux, et trouver des mécanismes, des passerelles, des mécanismes de vivre ensemble. Ça, c'est un problème qui oppose les différentes communautés, les différents partis. Le deuxième problème, on a parlé par exemple de la commune de Minembwe, mais celle-là, tout le monde s'est rendu compte que ce n'est pas à nous de régler ça. On n'est pas compétent. Ce ne sont pas les communautés qui créent les entités. La ville de Bouduvira, ce n'est pas les Bapoulir ou les Bavira ou les Banyamulenge qui l'ont créé, c'est l'État. La ville de Baraka, même chose, avec les communes en son sein. Donc, il y a des questions qui relèvent de la compétence du pouvoir, de l'État, de la loi. Et on a convenu justement que ces questions, on les laisse à la compétence de l'État. Les uns disent que la commune était nécessaire, exactement comme c'était nécessaire de créer la ville de Vira. Elle était nécessaire, plus que nécessaire, même comme l'était la ville de Baraka. Et les uns disent, elle a été créée sans consultation, frauduleusement. Et les autres disent, non, elle a respecté toutes les procédures, elle a été créée comme toutes les autres entités de la République. Mais dans tout ça, c'est une guerre inutile, il y a un État. Il y a un État qui a signé le décret par le Premier ministre, qui a signé les arrêtés par le ministre, qui a signé les décisions par le gouverneur ou les ministres provinciaux. Et donc, on lui laisse ces questions. Chaque parti lui donne ses préoccupations, mais il n'y a que l'État qui peut trancher, il n'y a que l'État qui peut prendre position et qui peut corriger, améliorer, organiser. Et voilà. Une question comme celle-là, on l'a laissé à la compétence des services compétents, justement, l'État. Et les autres questions, ce sont les dommages qui ont été enregistrés à cause de ces groupes armés. Il y a eu des morts, il y a eu des assassinats, il y a eu des massacres, il y a eu des destructions méchantes des villages qui ont été incendiés, des pillages et razzias de vaches. Mais là, les communautés s'accusent mutuellement. Les uns disent, vous avez pris, pour les Banyamulenge, ils disent qu'aujourd'hui, ils sont à plus de 300 000 têtes de bétail emportées. Les Bapoulirs disent aussi, nos vaches aussi, je n'ai pas entendu un chiffre, et elles ont été emportées. Donc, des choses comme ça. Mais tout ça, ça va s'arrêter le jour où nous décidons de nous mettre ensemble, comme les enfants d'un même père. Comment vous l'avez fait? Non, ce n'est pas encore, parce que là, on continue à être réunis par les ONG, alors que nous pouvons nous réunir nous-mêmes, les Bapoulirs, les Banyamulenge, se mettre ensemble, pas pour s'accuser mutuellement,
Pas pour avoir raison et tort, pas pour avoir un gagnant et un perdant, pas pour... c'est pas un procès vraiment, j'insiste, mais ensemble pour pleurer et dire qu'est-ce qui nous est arrivé. En fait, avoir un sursaut, rebondir en disant qu'est-ce qui nous est arrivé. Comment on en est arrivé ici? Qu'est-ce qu'on peut faire pour revivre comme on a vécu avant? Voilà ce que moi j'attends. C'est ce sursaut que j'attends. Et c'est ce que je demande à toutes les communautés. Ce n'est pas pour s'accuser, espérer gagner et l'autre perdre. Non. Qu'est-ce que nous pouvons ensemble faire et gagner ensemble? Et s'il faut même perdre, perdre ensemble, encore que le dialogue, c'est comme toute négociation, c'est savoir gagner quelque chose et perdre quelque chose. Donc, il faut que chaque partie perde quelque chose et gagne quelque chose. Mais si vous allez pour tout gagner et ne rien perdre, ça veut dire que l'autre doit tout perdre et ne rien gagner. Ça n'aboutira jamais. Pour aller au dialogue, pour aller aux négociations, il faut déjà être préparé à gagner quelque chose en perdant quelque chose d'autre. Voilà. Honorable, vous avez parlé de l'État qui doit avoir vraiment quelque chose à faire. Qu'est-ce que vous attendez clairement que l'autorité puisse faire aux communautés? L'État doit faire beaucoup de choses. Je commence par cette blague qui nous prend du temps, ou la nationalité, ou le nom, ou l'identité. Je ne vois pas dans un pays organisé où une partie de la population peut continuer à traiter une autre d'étranger et l'État laisse faire. L'État doit se prononcer sur ces questions-là et arrêter ce débat inutile. Mais particulièrement, là où j'attends voir le travail de l'État, du gouvernement, c'est au niveau de la sécurité. C'est l'État qui sécurise les citoyens et leurs biens. C'est l'État qui doit mettre fin aux groupes armés. C'est l'État qui doit surveiller les frontières. Tous ces groupes armés étrangers qui traversent la Russie, qui traversent la plaine de la Russie aussi, qui prennent les montagnes, montent, ils vont jusque dans les hauts plateaux, ils font la loi. Ils s'associent à tel ou tel autre groupe et ils commencent à attaquer tel ou tel autre groupe, telle ou telle autre communauté, même les populations civiles, et prendre les biens des gens. C'est l'État qui doit veiller à ça, qui doit lutter contre ça. Donc c'est l'État qui doit désarmer, disons, désarmer les groupes armés, les démobiliser. Ceux qui veulent faire l'armée, qui remplissent les conditions, ils les prennent dans l'armée. Ceux qui ne remplissent pas les conditions ou qui ne veulent pas aller dans l'armée, ils les réinsèrent dans la vie civile. C'est l'État qui doit, en ce moment-là, même rendre justice et même dédommager toutes ces vaches par centaines de milliers qui ont disparu. C'est parce que l'État n'a pas fait son travail de protéger la population et c'est bien. Ces vaches qui ont été vendues sur les marchés, des marchés publics où il y a une autorité de l'État, c'est la responsabilité de l'État. Toutes ces personnes arrêtées pour arrêter les massacres, les tueries, les assassinats, c'est l'État. Donc, s'il y a des groupes d'autodéfense, c'est parce que l'État n'a pas fait son travail. C'est le déficit du pouvoir public. C'est là que j'attends l'État. Et la troisième chose, j'attends voir l'État poser des actes de gouvernance. Comment de gouvernance? Des conflits, par exemple, des limites. Oh, la commune ne doit pas exister. C'est l'État qui doit dire, elle remplit les conditions ou pas. Pas les communautés. Les communautés ne créent pas les entités. Les communautés peuvent être consultées, mais ce n'est pas les communautés qui décident. Oh, telle chefferie empiète sur telle autre chefferie. C'est parce que l'État laisse faire. Telle commune a empiété sur le territoire de telle chefferie ou telle ville a empiété sur les superficies et l'espace de telle chefferie. Et tout ça, c'est des réalités à ouvrir dans la plaine. Les communes de la plaine avec la chefferie de la plaine de la Russie.
la ville d'Uvira par rapport à la chefferie de Bavira, ainsi de suite. C'est l'État qui doit clarifier les limites et les imposer et dire c'est comme ça, c'est ça la loi. C'est le premier point. Mais aussi, il revient à l'État de régler les problèmes sociaux et de développement. Aujourd'hui, si toute la jeunesse de notre territoire d'Uvira, et c'est pareil à Baraka et dans Itombo et à Nitombo et dans Mwenga, toute la jeunesse se trouve presque à 80% dans les groupes armés. C'est aussi à cause du chômage. C'est aussi à cause du chômage. Nous disons à l'État tous les jours que nous prenons la parole au Parlement ou dans les audiences particulières auprès des ministres en charge des questions particulières, que si le port de Kalundu était opérationnel comme il y a 40, 30 ans, 35 ans, ça pouvait prendre des centaines, si pas des milliers de jeunes qui vont gagner quelque chose à la fin de chaque journée et qui ne vont pas aller prendre les armes et commencer à voler, à être des coupeurs de route pour commencer à prendre en otage les gens, les personnes, les passagers, les paisibles civils pour demander du rançon. Si la sucrerie d'équilibre a été véritablement opérationnelle à 100%, ce serait la même chose. Mais les autres projets aussi, si les routes étaient praticables, comme cette route, notre route numéro 5, nationale numéro 5, c'est la honte. Les images que vous nous envoyez, nous les projetons, nous les donnons à toutes les autorités ici pour dire, regardez, les ponts, comment les gens traversent, les véhicules entrent dans l'eau, les gens se font transporter sous le dos à Sangue et ailleurs. Si ces ponts étaient construits, les routes construites, même les affaires pouvaient être florissantes. Les gens pouvaient aller à Bukavu, aller à Bujumbura, aller à Kalemi, aller à Kigoma en Tanzanie. Ça prendrait aussi un grand nombre de personnes parmi celles qui prennent les armes pour trouver de quoi manger à la fin de la journée. Donc, ça, c'est pas une affaire de communauté, c'est l'État. C'est l'État. Voilà, honorable, avant de finir, il y a ceux-là qui pensent que ce dialogue ne devrait pas se tenir à Kinshasa et qu'il fallait soit vous inviter ici et les faire passer ici au site Kivu. C'est un point de vue. Moi-même, au départ, j'ai émis cet avis. Je pensais que le dialogue devait se tenir à Bukavu, à Uvira, et pourquoi pas dans les moyens ou au plateau. Mais comprenez que tous les autres participants, tous les organisateurs, ne sont pas Bafoulilu ou Banyamulenge, ne sont pas Babembe ou Barundi ou Bavira, ne sont pas Banyindu, ne sont pas Babuyu. Et eux ne peuvent pas nécessairement prendre les risques que nous pouvons prendre pour aller tenir cette réunion à Mikenge, à Minembwe, à Bijombo, à Rurambo, à Kaololo. Non. Ces autres, encore qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'avion, tout ça. Donc, au niveau logistique, c'est compliqué de tenir, par exemple, ces réunions dans les hauts plateaux ou dans les moyens plateaux. Mais à Uvira et à Bukavu, oui. Mais là aussi, n'exagérons pas les choses. Si les choses ne marchent pas, ce n'est pas parce que le dialogue s'est tenu à Kinshasa. Ou ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu suffisamment de dialogue. Parce que vous l'avez dit au départ, il y a eu plusieurs dialogues à Uvira. Il y a une année, ou presque 2 ans, moi j'étais dans un dialogue à Uvira, à Kavimbira, au guest house, là, chez l'ancien gouverneur Katintima, je ne sais pas comment on appelle ce guest house. Il y a eu une réunion intercommunautaire encore. Après ça, il y a eu même d'autres réunions. Il y a eu d'autres réunions intracommunautaires. Donc, les dialogues, il y en a eu, et à Bukavu, et à Uvira. Mais ça n'a pas changé quelque chose. Alors, je peux quand même dire l'avantage. L'avantage que j'ai trouvé dans le fait de tenir la réunion à Kinshasa. C'est que, au-delà de nos guerres entre nos communautés, il y a d'autres questions
où nous sommes d'accord. Il y a d'autres préoccupations qui sont communes. Il y a d'autres préoccupations, d'autres problèmes que nous partageons, toutes les communautés. Et lorsque nous les présentons ensemble, lorsque nous faisons des demandes ensemble, par exemple cette affaire des routes, cette affaire des ponts, et nous le faisons devant les autorités nationales à Kinshasa, en présence lorsque nous parlons de ces groupes armés, de cette insécurité, de cette difficulté de vivre dans nos coins à cause de l'insécurité, à cause des groupes armés. Nous le disons au ministre de la Défense, ensemble, en toutes les communautés réunies. Et lorsque nous parlons des autres problèmes devant le ministre de l'Intérieur, ensemble à Kinshasa, je pense que c'est un avantage. Nous avons eu l'occasion de poser tous les problèmes que peut-être nous posons nous-mêmes comme députés parce que nous sommes à Kinshasa, mais cette fois-ci nous le disons devant les représentants de nos communautés, de nos populations, de nos électeurs. Ils se rendent compte que nous posons ces problèmes dans les termes que vous le souhaitez. Eux aussi font leurs commentaires, eux aussi en parlent. Je crois que c'est une bonne occasion, en fait, de dénoncer tout ce que nous dénonçons auprès des autorités compétentes, auprès des autorités concernées, au lieu de leur envoyer seulement les rapports écrits, les documents qu'ils mettent dans les tiroirs. Cette fois-ci, ils ont tendu l'oreille, ils ont écouté de vive voix toutes les réclamations de nos populations à partir des délégués qui viennent directement de Minembwe, de Bijombo, d'Uvira, de Bukavu, avec nous-mêmes qui ont... Mesdames et messieurs qui nous suivez à partir de nos chaînes YouTube sur les liens de la radio, nous allons continuer notre émission dans un instant. Donc nous allons prendre quelque chose... Alors, l'honorable Moïse Nyarugabo, avant de finir, parce que nous allons à la fin de notre émission, les gens qui posent que ce dialogue devrait donc se tenir au site Kivu, pas à Kinshasa? La première chose, c'est que nous devons faire la restitution. Ceux qui sont venus d'Uvira et d'ailleurs doivent commencer à faire la restitution de tous les débats qu'il y a eu et de toutes les résolutions. Et nous-mêmes, on va faire pareil. Nous venons de commencer déjà. Ces réflexions contribuent un peu à la restitution, si vous voulez. Mais aussi, nous allons descendre là-bas sur le terrain pour continuer à faire la restitution de tous les débats, toutes les discussions, mais aussi toutes les résolutions et tous les engagements. C'est la première chose. Mais la deuxième, c'est de mobiliser, sensibiliser la population à respecter les engagements que nous avons pris. La troisième chose, c'est qu'il faudra aussi continuer à mobiliser, à sensibiliser la population à prendre des engagements, de nouveaux engagements, sans nécessairement le dialogue ou les négociations avec les autorités, avec les ONG. Non, de nous-mêmes, entre nous-mêmes. De voir comment nous allons mettre fin à ces années, à cette insécurité. Cette insécurité avec tout ce qu'elle implique en termes de mort d'hommes, en termes de destruction méchante, en termes d'incendie de villages, en termes de razzia des vaches et d'autres détails, en termes de tous les malheurs qui viennent avec. Nous devons nous-mêmes nous décider de mettre fin à ça. Nous engager nous-mêmes à mettre fin à ça. Parce que regardez, ça fait 5 ans
que nous sommes dans cette guerre depuis 2017. Personne n'a gagné, personne n'a eu les déçus, aucune communauté n'a exterminé une autre, aucune communauté n'est venue à bout de l'autre, aucune communauté n'a été épargnée, aucune communauté ne peut dire qu'elle n'a pas été touchée. Donc, en définitive, toutes les communautés, toutes les populations, tout le monde a été victime de quelque chose, a été victime quelque part. Donc, c'est à nous, sur cette question-là, j'insiste, c'est à nous, même sans témoin, de nous mettre ensemble et d'arrêter cette affaire. Et c'est possible. À ce moment-là, nous allons négocier et parler à nos frères et nos sœurs qui sont dans les groupes armés. S'ils sont d'accord, ils déposent les armes. S'ils ne sont pas d'accord, en ce moment-là, l'État s'en occupe et il les y contraint par la force. Donc je dis, c'est ça la chronologie. Et je peux aussi ajouter que, après tout ça, c'est seulement après tout ça qu'on peut espérer le développement, qu'on peut espérer. Parce que sans paix, il n'y a pas de sécurité. Sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs de la radio Kivu Times, c'est ici que nous mettons les i sur notre émission d'aujourd'hui. Je remercie beaucoup notre invité, l'honorable Moïse Nyarugabo, qui est le député national. Je remercie aussi mon confrère Moussole Moulimo Josué qui m'a aidé à réaliser cette émission qui était donc au micro avec notre invité. Je remercie aussi l'équipe technique qui m'a aidé pour que cette émission vous soit une émission d'importance. Je remercie aussi l'équipe de Kivu Times. On vous souhaite aussi une meilleure fête des Pâques. À bientôt et merci, que Dieu bénisse.